J'avais assisté à des centaines de réunions de projets avec mon père, mais celle-ci serait la dernière à laquelle je participerais en tant que la version de moi-même que j'avais été pendant 10 ans. C'était un mardi. Nous étions en train de revoir le planning du chantier McKinley quand il m'a regardé, calme, professionnel, et a déclaré. Camille, tu n'as pas l'étoffe d'un leader. J'ai cligné des yeux, croyant avoir mal entendu, mais il a continué. Nous avons officiellement transféré 75% de Riden et Kobe à Colby. Il prendra la direction générale le trimestre prochain. Aucune explication. Aucun avertissement. Juste un fait, annoncé du même ton qu'il utilisait pour commander les déjeuners. J'ai fixé le diagramme de Gantt au mur comme s'il pouvait m'expliquer ce qu'il ne disait pas. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas parlé. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je connaissais déjà la réponse. Colby, avec son sourire éclatant et son agenda vide, était un visionnaire. Moi, j'étais fiable, solide, infatigable. Mais pas inspirante. Le reste de la réunion a été un flou. Des réaffectations de comptes clients, une nouvelle direction créative, des réallocations budgétaires. J'ai hoché la tête quand il le fallait. Pris des notes que je ne relirai jamais. Après, je suis retourné dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Le bourdonnement de la lumière au plafond était assourdissant. Je me suis assise à mon bureau, contemplant mon reflet dans l'écran noir de l'ordinateur. 10 ans. 10 ans de matins précoces, de nuits tardives, d'anniversaires oubliés, de vacances sacrifiées, tout échangé contre ce moment. Un renvoi enveloppé dans une phrase. J'ai ouvert le tiroir du bas et fixé la bouteille de bourbon que j'y gardais pour les nuits interminables et les décisions difficiles. Ma main a plané au-dessus, mais ne l'a pas touchée. Je n'avais pas besoin d'engourdir cette douleur. Je devais m'en souvenir. La phrase. L'instant. La trahison. Parce que le prochain mouvement serait le mien. Mes premiers souvenirs étaient ceux où je rampais sous la table à dessin de mon père, l'odeur de la sueur accrochée à son jean pendant que je coloriais au dos de vieux plans. Je savais lire un plan d'étage avant même de pouvoir écrire une phrase complète. Pendant que les autres enfants jouaient à la maison, moi, je réorganisais des chantiers imaginaires. À 12 ans, je répondais au téléphone à l'accueil. À 16 ans, je suivais mon père pendant les visites clients, carnet en main, posant des questions dont il disait être fier. Camille a l'œil des Riden, se vantait-il. Elle voit la structure dans le chaos. Je l'avais cru. J'avais refusé une bourse à NYU pour rester près de lui et étudier à l'Oregon Tech. Spécialisé en gestion de construction. Diplômé major de promo. Décliné 2 offres de grands groupes. Riden et Kobe, c'est l'héritage, me disais-je. Reste et construis-le. Alors je l'ai fait. Pendant 10 ans, j'étais la première arrivée et la dernière partie. J'ai géré les paies, formé les nouveaux, supervisé chaque contrat important. Quand Colby, après son échec dans les startups, avait besoin de temps pour se reconstruire, j'avais travaillé avec la grippe, surmonté 2 ruptures et une inondation qui avait failli emporter nos archives. J'étais fiable. Constante. Invisible. Les vacances étaient devenues un concept. Les week-ends, une extension de ma boîte mail. Je m'étais donné à l'entreprise parce que je croyais qu'un jour, elle se donnerait à moi. Mon nom ne figurait pas sur l'enseigne à l'entrée, mais je croyais qu'il était gravé dans les fondations. En réalité, je ne bâtissais pas un héritage. Je ne faisais que soutenir l'édifice jusqu'à ce que le vrai leader arrive. Et quand il est venu, on lui a remis les clés que j'avais mis 10 ans à mériter. Colby était revenu d'Austin avec un sac de sport à moitié rempli et 3 nouveaux tatous. Sa start-up avait pivoté trop tard, disait-il, comme si l'échec n'était qu'une ligne de plus sur un CV en évolution. Nos parents l'avaient accueilli à bras ouverts, comme on le ferait pour un héros de guerre ou un fils prodigue. Il a une vision, avait déclaré mon père lors de la réunion du lundi. Une énergie nouvelle. Une pensée stratégique. Aucune mention des factures impayées ou des investisseurs qui harcelaient encore notre mère. Juste une seconde chance, enveloppée dans du charisme et du potentiel. 2 jours plus tard, il était nommé directeur de la croissance stratégique. Pas de descriptif de poste. Pas de responsabilité définie. Juste un bureau vitré, un fauteuil en cuir, et une plaque à son nom en face du mien. Pendant ce temps, moi, j'approuvais toujours les devis des sous-traitants, rédigeais les protocoles de sécurité, gérais les budgets et arpentais les chantiers en chaussures de sécurité. Chaque facture passait encore par mon bureau. Chaque client mécontent m'appelait en premier. Colby passait ses après-midi à brainstormer. Ses slides étaient jolis, remplis de mots-clés,
disruptif, alignement, branding centré client. Un jour, je l'avais surpris en train de chercher « C'est quoi une punch list ?» sur Google. Pourtant, mon père souriait béatement à chacune de ses idées à moitié cuites. C'est exactement le genre d'innovation qu'il nous faut. Je suis restée silencieuse, j'ai fait tourner la boutique, j'ai rattrapé ses erreurs. Quand un fournisseur a failli nous lâcher à cause d'une erreur de communication de Colby, j'ai passé 2 jours à réparer les dégâts en coulisses. Personne ne m'a remercié. Colby, lui, a eu un article dans la newsletter du secteur. Maman disait qu'il trouvait enfin sa voie. Papa le qualifiait de « leader né ». Et moi ? J'étais juste la chef de projet qui faisait tout fonctionner, l'échafaudage sur lequel il s'appuyait, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de la structure en dessous. J'aurais dû m'en douter. Mais je ne l'ai pas vu venir. Pas avant que le classeur ne me trahisse. Tout a commencé par un permis manquant. On préparait les documents finaux pour l'inspecteur de la ville sur le chantier Eastbrook, et quelqu'un avait encore mal classé les approbations de zonage. Je suis allé moi-même fouiller dans l'archive. Depuis la refonte organisationnelle de Colby, plus rien n'était à sa place. Étiquette inversée. Dossier à moitié vide. Une logique absente. Au bout d'une demi-heure, j'ai trouvé un dossier dans le mauvais tiroir, juridique confidentiel transfert interne. Pas ce que je cherchais, mais la curiosité a pris le dessus. Mon instinct savait déjà avant que mes mains n'ouvrent le fichier. La première page m'a frappé comme une brique en pleine poitrine. Transfert de propriété Riden & Co. Effectif au 3 mars. 75% à Colby Riden. 25% conservé conjointement par Gérald et Aérine Riden. Aucune mention de moi. Pas comme actionnaire. Pas comme membre du conseil. Pas même comme employé à reconnaître. J'ai parcouru les 16 pages, cherchant une clause qui expliquerait tout, une justification. N'importe quoi. Mais c'était net. Délibéré. Signé. Témoigné. Irrévocable. Je n'ai pas entendu Eleanor approcher avant de voir son reflet dans la vitre derrière moi. Tu ne devrais pas fouiller ce tiroir, a-t-elle murmuré. Ma voix était à peine audible, tu étais au courant ? Elle a hésité, puis baissé les yeux vers ses chaussures. Ton père a dit qu'il t'en parlerait au bon moment. 6 mois, ai-je répondu en brandissant le document. Ça fait 6 mois. Son silence disait tout. Je suis passé devant elle sans un mot, le dossier serré dans ma main comme s'il était radioactif. Je ne suis pas retourné à mon bureau. Je n'ai pas pris mon ordinateur ni mon manteau. Je suis juste rentré chez moi, avec la vérité sur le siège passager, comme un témoin muet. Et pour la première fois depuis 10 ans, je n'ai pas mis de réveil. L'odeur du poulet rôti m'a accueilli avant même que je sonne, la version diplomatie de ma mère, nourrir d'abord, esquiver ensuite. Je suis entré sans frapper. Même maison. Même mur. Mais tout semblait désaxé, comme si on avait incliné le cadre en prétendant qu'il était droit. Mon père était à sa place habituelle, ses lunettes de lecture au bout du nez, en train de parcourir la dernière proposition de Colby. Colby, lui, était adossé au comptoir de la cuisine, sirotant son vin comme si nous n'étions pas sur les ruines d'une démolition silencieuse. Camille a lancé ma mère depuis la cuisinière, d'un ton enjoué. Juste à temps. Assieds-toi, détends-toi. J'ai hoché la tête, posé mon sac, et observé la comédie. Colby a entamé un discours sur l'approche digitale, et mon père a acquiescé comme s'il venait de découvrir le feu. J'ai attrapé des bribes, visibilité marché, branding nouvelle génération, avant de décrocher complètement. J'ai attendu le dessert. Que ma mère apporte la tarte aux pêches. Que mon père desserre sa ceinture comme un dimanche ordinaire. Puis j'ai sorti le dossier de mon sac et l'ai posé au centre de la table. Un silence de plomb s'abattit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda mon père. « À toi de me le dire », répondis-je. C'était dans le classeur juridique. Étiqueté, confidentiel. Son regard se fixa sur l'onglet, et je vis une lueur traverser ses yeux. De la culpabilité, ou peut-être juste de l'agacement d'avoir été pris. J'allais t'en parler, dit-il. Quand, ma voix était neutre. Avant ou après le prochain communiqué officiel ? Camille. Tu as donné mon héritage sans même m'en informer. La main de ma mère se figea sur la pelle à tarte. Le sourire de Colby s'évanouit. Mon père reposa sa fourchette comme si son poids venait de changer. Nous avons pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'entreprise. Non, je poussai le dossier vers lui. Vous avez pensé que je resterais, quoi qu'il arrive. Je me levai,
prit mon manteau et sortit avant qu'il ne puisse ajouter un mot. Le dossier resta derrière moi. Je ne suis pas retournée au bureau lundi. Ni mardi. Personne n'a appelé, pas même Eleanor. Peut-être croyait-il que j'avais besoin d'espace. Ou peut-être, savait-il. Mercredi, je me connectais à mon email professionnel, pour ce que j'espérais être la dernière fois. Je rédigeais ma démission avec la précision qu'on m'avait toujours louée, professionnelle, factuelle, détachée. Aucune émotion. Juste la vérité. À compter de ce jour, je démissionne de mon poste chez Riden & Co. Conformément à mon contrat, j'utiliserai mes congés payés accumulés pour assurer la transition. Veuillez adresser toute correspondance future à Colby Riden. Je ne signais pas, cordialement, ni, sincèrement. Juste. Camille. Puis je configurerai ma réponse automatique. Merci pour votre message. Je ne suis plus disponible. Pour toute question relative au projet, veuillez contacter Colby Riden à. Je restai un moment immobile, fixant l'écran. Puis je fermai l'ordinateur et le rangeai dans mon tiroir. Cette nuit-là, je me rendis au bureau bien après le départ de tous. Les lampadaires du parking dessinaient des ombres allongées sur le bitume, et je parcourus les couloirs à pas feutrés, comme pour rendre visite à une ancienne version de moi-même. Je n'emportais que ce qui m'appartenait. Mes carnets. Une photo encadrée de mon chien de l'université. Le petit cactus qui avait miraculeusement survécu 5 ans de négligence. Je laissais les trophées. Le fauteuil de bureau que j'avais choisi. L'écran que j'avais acheté moi-même. Sur mon bureau, je déposai une note, centrée sous la plaque Riden & Co. Laissez votre leader s'en occuper. Je glissai mes clés dans une enveloppe anonyme marquée RH. Pas de signature. Pas de conclusion. Quand je franchis les portes, je ne me retournai pas. Mais je savais, il me chercherait au premier signe d'effondrement. Dès le 4e jour, les emails commencèrent. Une assistante me transféra un message intitulé « Urge facture Anderson rejetée ». Je le lus. Puis l'archivai. Je n'étais plus leur filet de sécurité. Ensuite, ce fut le message vocal de l'assistante de Grant. « Camille, désolée de te déranger. Monsieur Grant voulait clarifier quelques postes budgétaires. Il a dit que tu saurais. Peux-tu le rappeler quand tu auras un moment ? » Je n'avais pas de moment. J'avais tourné la page. À la fin de la semaine, les rumeurs enflaient. Le contrat Anderson menaçait de s'écrouler. Maxwell Grant perdait patience. Les équipes sur site manquaient d'instructions. Les factures s'empilaient. Colby avait tenu une réunion d'urgence qui avait viré au fiasco sans aucun plan concret. Et pourtant, je gardais le silence. Je supprimais chaque nouveau message. Chaque notification était un rappel, ils avaient bâti un château sans architecte. Je n'avais pas besoin de saboter quoi que ce soit. Il me suffisait de ne rien faire. C'est ça, la poésie de la chose. Maxwell appela mon numéro personnel samedi soir. Sa voix était brève mais polie. « Camille, je travaille avec ta famille depuis 10 ans, et c'est la première fois que j'envisage de partir. Tu as toujours été la raison pour laquelle je restais. J'aimerais comprendre ce qui se passe. » J'écoutai le message 2 fois, puis mis mon téléphone en silencieux. Plus tard dans la nuit, un autre appel, mon père. « Camille, c'est sérieux. Grant menace d'annuler le projet Anderson. Colby n'a pas les réponses. Sois au bureau lundi, s'il te plaît. » Il ne termina pas sa phrase. Juste un déclic. Aucune excuse. Aucune reconnaissance. Juste de la panique. Je ne répondis pas. À la place, j'ouvris mon ordinateur pour la première fois de la semaine et commençai à esquisser mon prochain mouvement, pas pour eux. Pour moi. Je commençai par les budgets, 10 ans de tableaux et prévisions, codés avec mes formules. Puis les plannings, diagrammes de Gantt, calendrier de livraison, réseau de sous-traitants, tous des systèmes que j'avais conçus. Ensuite, les dossiers clients. Pas les contrats, mais la couche invisible en dessous, préférences, points sensibles, anniversaire, prénom des enfants, comment aborder chaque réunion, ces détails qu'aucun logiciel ne pourrait reproduire. Dimanche soir, j'avais 20 pages, un portfolio retraçant la mémoire musculaire de Riden & Co, construite dans l'ombre. Je l'intitulais « Héritage opérationnel Camille Riden ». Je n'y inclus aucune donnée confidentielle. Juste des preuves. Des preuves pures, irréfutables. Lundi matin, je rencontrai Ashland et Price, nos anciens rivaux en ville. Leur associée dirigeante, Lillian Song,
m'accueillit comme si j'étais déjà des leurs. Nous suivons votre travail depuis des années, dit-elle en parcourant mon portfolio imprimé. Franchement, je suis surprise que vous soyez resté si longtemps. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. L'offre vint rapidement. Directrice exécutive des opérations. Autonomie totale. Participation aux bénéfices. 4 semaines de vacances obligatoires. Je lui dis que je devais tout faire relire par mon conseil juridique. L'après-midi même, je rencontrai Margot et une amie de fac devenue experte en contrat de travail. Nous étalâmes les documents sur son plan de travail. Elle entoura des clauses en rouge, barra des échappatoires en bleu. C'est solide, déclara-t-elle. Mieux que la moyenne. Et plus que juste. Je hochai la tête. L'ancienne version de moi aurait hésité, craignant de sauter. Mais je ne cherchais plus la loyauté. J'en avais fini de me justifier devant ceux qui ne regardaient jamais. Ce soir-là, j'envoyai un email à Lilian. Je n'avais pas encore signé, mais mes mains ne tremblèrent pas en tapant. Continuons cette conversation sur le déjeuner. Je ne fus pas surprise quand la sonnette retentit. Je l'attendais depuis le 2e message vocal. Gérald Riden ne frappa pas. Il ne l'avait jamais fait. Il se tenait sur mon seuil, les épaules tendues, un dossier sous le bras. Pas de banalité. Pas de sourire. Juste de l'urgence. Nous avons besoin de toi, dit-il. Anderson menace de poursuite. Le personnel panique. Colby est dépassé. Je m'écartai, par calcul, pas par politesse. Je voulais entendre l'argumentaire complet. Il exposa tout comme une transaction commerciale. Augmentation. Titre supérieur. Bureau avec vue. Directrice des opérations. Pleine autonomie. Officiellement, nous pouvons tout valider d'ici vendredi, ajouta-t-il, comme si le mois passé n'avait jamais existé. Vous voulez que je nettoie le désastre, dis-je d'un ton plat. Je veux te voir à ta vraie place. Je m'adossai au comptoir, bras croisés. Très bien. Voici mes conditions. 40% du capital, un siège au conseil, des droits de vote contraignants, et une semaine plafonnée à 45 heures, par écrit. Si je reconstruis cette entreprise, ce ne sera pas au prix de ma vie. Il me dévisagea comme si j'avais parlé une autre langue. C'est déraisonnable. Non, rétorquai-je. Ce qui était déraisonnable, c'était de me faire diriger votre société sans voix au chapitre. Je ne recommencerai pas. Tu risquerais tout pour un pourcentage ? Je secouai la tête. Je ne risque rien. Vous, si. Il ne discuta pas. Juste un homme confronté à un pouvoir qui ne lui obéissait plus. Vous avez 2 jours, déclarai-je. Ensuite, l'offre d'Ashland et Price sera signée. Il partit sans un mot, emportant la réalisation que les règles avaient changé. Et que cette fois, c'était moi qui les écrivais. Le Riverfront Grill était un terrain neutre assez public pour rester civil, assez discret pour les documents juridiques. J'arrivai à midi pile. Ils étaient déjà installés. Harold Peterson, l'avocat familial, ouvrit son classeur en cuir quand je m'assis. Mais je levai une main. Avant de commencer. Colby prit la parole, les yeux dans les miens. Regarde-moi. Je te dois des excuses. Aucune fioriture, juste une sincérité oubliée. Je suis noyée, Camille. Tu rendais ça facile. J'ai cru pouvoir improviser. Je ne peux pas. Ma mère, les mains jointes, releva les yeux. Nous aurions dû t'inclure. Nous pensions que tu comprendrais. Nous avions tort. Puis mon père s'éclaircit la gorge, dernier rempart d'un mur qui s'effritait. J'ai supposé que tu serais toujours là. C'était mon erreur. Je ne souris pas. Ne tressaillis pas. Voici ce qu'il me faut. 35% du capital prélevé sur la part de Colby. Vote égal au conseil. Co-direction, moi aux opérations, lui au créatif. Et une politique de 45 heures hebdomadaires maximum pour tous les cadres, contractualisés. Harold glissa le projet d'accord sur la table. Ces termes y figurent. Je lus chaque ligne 2 fois. Sans émotion. Rien que des faits. Quand ce fut fait, je signai. Puis Colby. Ma mère. Enfin, mon père. Le stylo laissa un silence étrange, mais ce n'était pas un malaise, c'était un apaisement. Nous connaissions tous nos rôles désormais. Et le mien avait enfin du poids. Un mois plus tard, je franchis à nouveau les portes de Riden & Co. Non comme solution de secours,
Non comme réparatrice, mais comme directrice des opérations et copropriétaire. Colby avait déjà déménagé de bureau. Le mien était rénové. Sans vue panoramique. Sans égo. Juste ce qu'il me fallait, un espace fonctionnel. Un espace à moi. Je restructurais les réunions opérationnelles, rétablis les chaînes de commandement, déléguai intelligemment. En 3 semaines. Les délais clients s'améliorèrent. Les dépassements de budget diminuèrent de moitié. Le turnover ralentit. Nous n'avions pas besoin de miracles. Juste de systèmes et de quelqu'un pour les faire vivre. Colby, à son crédit, resta dans son rôle. Il excellait en face des clients, présentant des concepts, organisant des visites, tissant des liens. Il demanda même de l'aide quand il ne savait pas. Cela seul me confirma que tout avait basculé. Je quittais le bureau à 17h30, pas à minuit. M'inscrivis dans une salle de sport. Recommencer à dormir. Eut mon premier samedi libre depuis des années. J'acceptais même un dîner avec Malcolm, ce consultant en environnement que j'avais annulé 20 fois. Les réunions du conseil changèrent aussi. Ils écoutaient quand je parlais, demandaient des updates, attendaient mon vote. À la fin d'une séance, alors que la salle se vidait, mon père s'attarda. Il ne leva pas les yeux en le disant, mais les mots furent clairs. Tu as toujours été le leader. Je ne l'ai simplement pas vu. Je ne le remerciais pas. Je hochai simplement la tête. Puis rangeai mon classeur, me redressai, et sortis, prête pour le prochain chantier.